sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff aujourd'hui pour commenter l'actualité. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour. Bonjour. Jacques Miard, maire de Maison Lafitte, maire LR, oui, absolument. On précise. Ce n'était pas précisé sur mon Ça papier. existe et je suis fier de l'être. Absolument, ce n'était pas précisé, mais c'est presque tout le monde le sait, non? Oui, Parce que, c'est voilà. consubstantiel. La branche Absolument. sociale ou la branche La branche d'extrême- globale. D'accord. Non, la branche de Maison Lafitte. La C'est branche dur de- d'être social à Maison Lafitte. quand même. Pardon. Éric Verrague, Répondez-vous. entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonjour. Bonjour, et votre livre Ils ont tué la gauche est paru aux éditions Fayard. On va revenir évidemment sur le Grenelle des violences conjugales. Que faut-il en penser? Est-ce qu'il y a une réelle volonté du gouvernement de faire changer les choses? Les associations féministes sont plutôt, et de défense des femmes, sont plutôt déçues. On va parler des étudiants, des manifestations contre la précarité des étudiants, des jeunes de plus en plus présents au Resto du Cœur. Macron comprend-il les difficultés sociales des Français? Bref, beaucoup de sujets aujourd'hui. Encore une fois, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais on va essayer en tout cas. Qui veut commencer? Judith, avec plutôt une bonne nouvelle. J'en aurais fait mon coup de cœur puisque vous avez été relaxée. Vous aviez un procès. Oui, je vais parler de moi. Oui, parlez de vous. Excusez-moi. J'avais donc un procès en diffamation que m'avait intenté le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, pour avoir dit sur Twitter, en retweetant une interview de Pascal Bruckner qui appelait à sa dissolution, que le CCIF était un instrument de propagande au service d'un projet d'islamisation de la France. Ils m'ont donc attaqué, j'ai été relaxée une première fois, ils sont allés en appel, j'ai été relaxée, ils ont envisagé de se pourvoir en cassation et finalement ils ont laissé tomber. Alors c'est toujours agréable, Oui. une relaxe, et c'est d'autant plus agréable que je pense à tous les gens dont la liberté d'expression est brimée par ce harcèlement judiciaire et qui n'ont pas la chance, contrairement à moi, d'être défendus par un journal, ce qui a été mon cas, merci Le Figaro, parce que c'est extrêmement cher et c'est même cher si vous gagnez. Donc parce qu'il faut payer des frais. Voilà. Et donc c'est une victoire de la liberté d'expression contre une tentative d'intimidation. Et le CCIF qui est régulièrement attaque et porte plainte. C'est ça, vrai aussi, c'est son activité Les principale. frais de justice sont à la fois chers pour vous, même si une rédaction comme Le Figaro peut les prendre en charge, mais c'est aussi très cher pour une structure associative comme le CCIF, qui n'a pas forcément nécessairement les moyens aussi de poursuivre la procédure. Après, voilà, il y a une décision de justice qui a été rendue. Je reste convaincu que le procès que vous faites sur le CCIF est totalement infondé, mais c'est un autre débat. Alors ça, on en reparlera. Oui, bon. Oui, je vais vous dire une chose. Oui, c'est Jacques véritablement un problème parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'associations qui ont pour objectif de vouloir faire taire leurs adversaires par ce biais. Et moi-même, je dois répondre, notamment vis-à-vis d'un certain nombre de gens qui sont, et je le dis comme je le pense, franchement sous la tutelle d'une puissance étrangère et qui essayent, dans l'affaire du Rwanda, de me faire taire. Eh bien, je ne me tairai pas et je continuerai à dénoncer leurs agissements. C'est quoi, c'est Voilà. une association quoi anglo-saxonne qui C'est t'attaque? pas, non, ce sont des gens présents à Paris, mais dont je sais pertinemment qu'ils agissent sur ordre. Votre coup de cœur ou coup de gueule? Oui, Jacques moi, Miard c'est un coup de gueule. Ah. C'est un coup de gueule et c'est un peu technique, mais je voudrais appeler votre attention sur ce qui vient de tomber par la DGFiP. Qu'est-ce que c'est que la DGFiP? C'est la Direction Générale des Finances Publiques, vous savez, et qui a décidé que, notamment dans les Yvelines, elle n'accepterait plus de paiement en numéraire. Et tenez-vous bien, elle vous dit, mais vous allez pouvoir payer en numéraire dans un certain nombre de bureaux de tabac qui vont recevoir... Alors, pour être clair, donc, pour payer quoi et à qui? pour payer à l'État Les impôts. un certain nombre de choses, effectivement. En vous numéraire, ça veut dire que vous ne pouvez pas payer en pièces et liquide, en billets, et liquide, cash. Et en ça veut cash. dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de retourner peu ou prou vers les surintendants des finances, c'est-à-dire que la collecte de l'impôt, la collecte de ce qui est dû à l'État est maintenant confiée à des buralistes. Je trouve ça scandaleux. Mais c'était déjà, les c'était timbres pas- fiscaux. Non, mais les timbres Les timbres fiscaux, les choses d'accord comme pour les ça. timbres fiscaux, mais il n'en demeure pas moins que maintenant ça va beaucoup plus loin. Et donc on voit très bien qu'on est en train de glisser petit à petit vers le système des surintendants des finances de Mais l'ancien c'est le cas régime. d'URSSAF, Jacques. Il existe le plus grand Éric Verrague. collecteur d'impôts
en France est C'est totalement privé. C'est avec les TVA. C'est l'URSSAF Oui. qui aujourd'hui est chargé de collecter à la place de l'État. L'URSSAF, c'est quand même assez particulier. C'est quelque chose qui répond à la loi, etc. Et dans ce domaine-là, je pense qu'on a un réel problème. Ce qui est régalien doit rester à la charge de l'État direct. Bon, c'est dit. Oui, vous voulez rajouter un mot, moi, Judith je trouve que c'est plutôt une bonne solution au problème posé, qui était d'obliger des gens qui n'ont pas accès à Internet, ou en tout cas qui ne l'utilisent pas facilement, de payer ce qu'ils doivent à l'État. Et par ailleurs, je suis pour la réduction des dépenses de l'État. Oui, mais les dépenses de l'État, la dépense de l'État, à un moment où véritablement qui couvrent le territoire il y a français. une nécessité de services publics, je trouve ça véritablement. Méfiez-vous, ne LR, soyez pas je ne le ultra dirai pas libéral. assez dans l'émission, je ne le dirai pas assez tout au long de cette émission, mais pour une fois, je suis d'accord avec Jacques Millard sur cette logique de privatisation. C'est aussi, on voit qu'on va faire porter au buraliste. Exactement. LR déteste le libéralisme. Non, LR regarde la réalité en face. Et je dirais, la vision ultra-libérale de la société nous mène où nous sommes aujourd'hui. Oui, mais regardez les choses en plein. Ça va donner du travail aux buralistes de Maison Lafitte. Regardez les dépenses publiques en France, on est ultra-libéraux, c'est évident. Les dépenses publiques sont dues parce qu'on a collé l'État sous Maastricht. Et qu'on a une autre politique. Je vous l'ai déjà dit, vous avez une vision totalement idéologique. Nous sommes dans un carcan idéologique. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Éric Verhaeghe, c'est un coup de gueule. Moi, j'ai un coup de gueule. Je me suis décidé à faire des coups de gueule maintenant. Oui, parce que vous êtes toujours très positif. Oui, d'habitude, je suis très positif. Ouais. Et je voulais pousser un coup de gueule contre la création alors je crois que c'est le comité de déontologie d'un conseil de déontologie journalistique. Voilà. De l'information, donc qui sera non pas encore l'ordre des journalistes que Cédric O avait annoncé comme imminent il y a quelques semaines, mais qui est un premier pas vers la mise au pas officielle de la presse par le SNJ et quelques autres, puisque le 2 décembre doit être créé ce fameux comité déontologique de l'information. Alors, a priori, il est présenté à ce stade comme étant indépendant du gouvernement et des pouvoirs publics, et n'étant pas doté d'un pouvoir de sanction contre les auteurs de fake news. Donc c'est un machin, quoi, encore, non ? Voilà. Non, sauf que, bien entendu, que dans 6 mois, on va nous dire « Ah, c'est bien dommage, il émet des avis, mais personne ne les respecte parce qu'il n'a pas de pouvoir de sanction. » Et donc, on sait tous qu'on est en train de mettre le doigt dans une machine où, dans 1 an, on aura une loi qui va dire on crée une autorité administrative indépendante, aussi indépendante que le CSA, c'est bien connu, et qui aura, comme le CSA, un pouvoir de sanction contre les journalistes qui déplaisent. Il suffit de voir les positions du CSA sur, notamment, les prises de parole sur les antennes, pour comprendre ce qui guette la presse écrite. Mais qui veut ce machin ? Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, c'est porté par des journalistes, par des citoyens. Vous connaissiez, vous qui avez la carte de presse, non, Valérie, je l'ai pas, je vous le dis très clairement, je l'ai pas. Je ne suis pas journaliste, j'ai jamais cherché à voir, mais chez moi, les journalistes sont systématiquement déboutés par le SNJ qui refuse de leur donner une carte de presse, puisque nous ne sommes pas... C'est pas le SNJ, c'est la commission de la carte de presse. Ça se confond un peu. Et donc, on sait bien que tout ça est une profession corporatiste qui vit sous la coupe d'une police de la pensée. Et c'est un obscur machin qui porte ça, une obscure association dont je n'avais jamais entendu parler et dont je pense que si on faisait un sondage auprès des journalistes, pas un seul n'en a entendu parler, qui réunit... Donc ça ne servira à rien. Moi, je suis convaincu que le gouvernement... Attendez. Comme disait Descartes, la Roitus Prodeo, le gouvernement avance masqué, et derrière ce cheval de Troie, il y aura tôt ou tard une loi pour museler notamment tout ce qui est presse Internet. Effectivement, et les tout ce qui concurrence le SNJ. Les Échos disent cette instance servira de médiation et d'arbitrage entre les médias, les rédactions et leur public, tout en restant indépendant de l'État. Pierre, oui, un mot, je ne pense pas que c'est l'argument qui fera vous convaincre de l'intérêt d'une structure comme celle-là. Je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait porté aussi cette revendication dans son projet, tout à fait. Dans son projet présidentiel de s'adosser, ou en tout cas de créer une charte. Oui, un système de flicage. Ça, c'est la continuation de Vichy. Il faut faire une profession comme les médecins. Je ne sais pas si c'est une extraordinaire idée. J'avoue que je réfléchis à savoir si c'est opportun, parce que c'est vrai que le contexte nous oblige, journalistes, à être toujours plus attentifs à ce qu'on dit et comment on le dit et ce qu'on véhicule, les images. Donc je sais pas, ça dépend de qui est à la tête de cette commission, si c'est pluraliste, si c'est des journalistes, si c'est plus ou moins chapeauté par l'État. Tout ça n'est pas tout à fait clair, et donc du coup je reste encore un peu sceptique sur cette initiative. Oui, mais ça va au-delà. C'est que visiblement on veut le politiquement correct là derrière. Moi je suis
viscéralement contre le politiquement correct, parce que la liberté d'esprit, c'est vraiment le fondement même de ce peuple. Nous sommes des Gaulois et nous devons le rester. Bon, écoutez, on suivra ça avec attention. Alors Pierre, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule qui va pas faire plaisir à Jacques Millard, je suppose, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que M. Retailleau a un agenda politique très important en ce moment et il cumule les propositions de loi. Et après la proposition de loi très opportune qu'il avait proposée au Sénat sur les ports du voile, notamment, même si la formulation était plus générale, puisqu'elle proposait que l'ensemble des signes distinctifs religieux ne soient pas comme la loi de 2004, lors des sorties scolaires. Le voilà maintenant sorti à la veille, en tout cas, d'une grande mobilisation sociale où, évidemment, il se fait le défenseur des droits, le défenseur des libertés, mais il y a un mais, comme d'habitude, les grévistes font trop la grève en France et donc il faudrait encadrer toujours plus et davantage le droit de grève et donc assurer un service minimum qui n'est pas garanti aujourd'hui à l'ensemble des corps de métier. Il l'est pour des fonctions essentielles que sont la fonction hospitalière, que sont les pompiers par exemple, mais aujourd'hui il n'existe pas d'obligation légale de garantir la continuité d'un service, notamment d'un service des transports. Non, il n'y a pas, c'est une atteinte. Considérer que demain, dans une grève générale comme s'il se profile en décembre, il y aurait la possibilité pour les entreprises de réquisitionner des personnels, ça serait une atteinte au droit de grève. Et donc la proposition de loi de M. de Retailleau qui ferait fortement plaisir à la droite, parce que c'est le rêve depuis toujours de la droite de casser ce droit de grève, même si évidemment vous êtes pour les libertés, pour les droits, etc. Absolument pas. C'est évidemment une entorse, une atteinte au droit de grève. Il y avait déjà, Nicolas Sarkozy avait demandé un service minimum. Il avait fait le service minimum. Oui, mais attendez, le problème il est suivant. C'est que je crois que effectivement, moi je me souviens des grandes grèves, notamment des mineurs, où il y avait eu des droits de réquisition, ça avait fait un flop. Donc je crois que le problème se pose sur la continuité du service public, que vous le vouliez ou non. Par exemple, les contrôleurs aériens n'ont pas un droit de grève et c'est encadré. En Allemagne, les gens qui sont dans un service public n'ont pas le droit de grève. Donc il y a bien, que vous le vouliez ou non, une nécessité d'assurer le service public. Ou, à mon avis, je serais différent de ce que dit Retailleau, c'est que je pense, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une réponse politique préalable, je dirais, aux problèmes qui se posent. Et c'est là où, véritablement, je crois que c'est un coup de gueule de la part de Retailleau, qui pose un problème, mais je suis intimement convaincu qu'un droit de réquisition, lorsque tout fout le camp et qu'on assiste à ce qu'on va assister le 5, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc il faut créer les conditions qui permettent d'assurer le service public sans pour autant interdire, bien évidemment, le droit de grève. Moi, je trouve quand même que d'ailleurs, il ne s'agit pas d'interdire, mais d'encadrer le droit de grève. L'exemple allemand est très intéressant parce que c'est un pays où les syndicats sont extrêmement puissants, contrairement à la France, où ils ne sont relativement puissants que dans la fonction publique, notamment dans les transports, ce qui leur donne un pouvoir de blocage qui est exorbitant du point de vue démocratique. Ça pose un problème démocratique quand une toute petite minorité de gens peuvent bloquer un pays. Alors, j'ai pas utilisé l'expression « prend en otage » parce que je trouve qu'elle est très galvaudée. C'est ça, c'est un problème démocratique. C'est une minorité qui a des droits que personne d'autre n'aura. Mais vous le dites, Judith, il y a une tradition en France, et la tradition, c'est le rapport de force. Il n'y a pas la tradition du dialogue social comme il peut y avoir en Allemagne. Et vous avez raison, Jacques Millard, de dire qu'effectivement, les choses devraient s'anticiper en amont. Sauf que c'est là, les réponses politiques qui conduisent à un rapport de force aussi compliqué. Les grandes conquêtes sociales de l'histoire française sont faites dans un rapport de force où les grévistes étaient très majoritaires. Le rapport de force n'est pas quantitatif. Le rapport de force, ça, vous verrez il est en faveur des bloqueurs du simple fait qu'ils ont les manettes, en l'occurrence sur les transports. C'est pas mal de temps en temps de montrer quand même qu'un pays marche aussi parce qu'il y a des travailleurs et des ouvriers. Représentativité. Ouais. Non, mais je pense que le sujet, c'est le monopole. Il faut briser le monopole dans les services publics, dans les transports publics. On est déjà pas mal avancé. Hein. Alors là, c'est une belle blague. Hein. Pourquoi ? Parce que ça... Écoutez, en ce qui concerne les transports, on voit très bien ce qui s'est passé dans un certain nombre d'États où on a prétendument brisé le monopole. Ça n'a fonctionné que sur certaines lignes de bus à Londres, mais en ce qui concerne la voie ferrée... Et puis c'est compliqué. Et on parlait de l'Allemagne tout à l'heure. Grâce à la privatisation et notamment des petites lignes en Allemagne, je vous signale que la SNCF fait des profits parce que c'est une de ses filiales grâce qui à en la privatisation à l'étranger. Voilà. Mais on ferme des petites lignes. Allez, on se retrouve dans un instant et puis on va évoquer également la tragédie, ce qui s'est passé au Mali avec ces deux hélicoptères. Et on apprend que l'une des victimes est le fils du sénateur centriste Jean-Marie Bockel, l'un des militaires tués. Voilà, on y revient dans un instant.
Avec vous jusqu'à midi, on a appris donc ce matin que 13 militaires français avaient perdu la vie au Mali et sont morts dans le crash de 2 hélicoptères. C'était hier soir. On a appris que l'un d'entre eux donc était le fils du député Jean-Marie Bockel. Ça rappelle qu'on a des militaires, 4500 militaires qui sont engagés là-bas, qui se battent, qui sont là pour nous défendre, peut-être Jacques Méard. Ce qui est certain, c'est que pour connaître un peu tous ces pays, effectivement, ce sont des pays extrêmement instables, où il y a des problèmes non seulement de terrorisme, mais qui sont soutenus par des luttes ethniques très fortes. Et donc, bien sûr que la France a eu raison d'intervenir. Moi, je ne critique absolument pas cela, mais il faut absolument trouver des solutions sociologiques et politiques à ce qui est la vie du Sahel. Et il faut jamais oublier aussi que le Sahel, parce que moi j'en entends parler depuis des années 20. Il y avait les méharistes qui patrouillaient dans le désert à longueur de temps. Je me souviens d'histoires absolument extraordinaires de méharistes que j'ai connus en Algérie après. C'est un endroit où véritablement il y a tous les trafics, où la prise d'otages notamment est ancestrale. C'est-à-dire, c'est un moyen de faire de l'argent. Et donc, c'est une région extrêmement instable. Et avec, aujourd'hui, maintenant, un autre problème, c'est l'explosion démographique. Et donc, cette explosion démographique dans tous ces États déstabilise les États parce qu'ils n'ont pas les moyens, bien évidemment, d'avoir les moyens publics pour pouvoir former les gens, Si, vous avez notamment... Ils s'organisent pas. Mais non, attendez, au Niger, vous avez une fécondité par femme de 7,1 enfants. Comment voulez-vous vous développer ? C'est impossible. C'est impossible. Donc, le problème, c'est pas un problème démographique, c'est un problème démographique, y compris au Nigeria. Et c'est un problème de corruption des régimes. Aussi, bien sûr. Tout est dans tout réciproquement. Mais la corruption, c'est l'épiphénomène. L'infrastructure, c'est qu'on a des États qui sont incapables de se développer car ils croupent sur la jeunesse. Jacques, tu fais quand même l'impasse sur le fait qu'on n'est plus dans le même phénomène que dans les années 20 ou 30. Aujourd'hui, il y a une intervention de l'État islamique qui se structure au Sahel et que le sujet qui explique notre intervention et notre tentative d'amener avec nous des armées locales, c'est quand même la lutte contre le noyautage islamiste au Sahel qui est en train de se répandre sur les anciennes colonies françaises. Totalement déstabilisées. Mais la question, c'est pas tous en même temps. Un peu de temps en temps. Non, mais Jacques, ça pose quand même le problème de qui finance ces mouvements, qui finance le développement de l'islamisme, et pourquoi ne touche-t-il pas les pays anciennement colonisés par les Anglo-Saxons ? Pardon ? Pourquoi ne touche-t-il que les pays anciennement colonisés par les Français ? Regardez ce qui s'est passé au Kenya, il y a aussi des mouvements de ce type. D'accord, sauf qu'il n'y a pas de guérilla organisée. Là, on est au Mali, au Niger, au Burkina Faso maintenant. La gangrène islamique touche tous les États d'Afrique. Sauf qu'elle nous touche particulièrement. Elle nous touche plus particulièrement parce que c'est venu de Libye, etc. Mais il n'en demeure pas moins que le phénomène, regardez ce qui se passe en Égypte. Dieu sait. Curieusement, le Tchad parvient à y échapper. Le Tchad parvient à y échapper, toute proportion gardée. Pierre Jacquemin. Moi, j'ai le sentiment qu'on a voulu faire croire, et sans doute au moment de l'intervention de la France au Mali pendant l'opération Serval, a consisté à vouloir expliquer qu'il allait falloir justement lutter contre les djihadistes, lutter contre les djihadistes qui avaient des vues sur les États africains, d'une manière générale, et notamment dans la région du Sahel, et qu'aujourd'hui, notamment le peuple malien, se retrouve un peu... plus que déçus, parce qu'ils sont même très en colère devant finalement l'inaction, les conséquences de l'intervention de la France au Sahel. Il y a eu quand même, depuis l'intervention de la France, plusieurs milliers de morts parmi les civils, des dizaines, voire des centaines de morts parmi les forces armées présentes françaises, européennes au Mali, et qu'aujourd'hui, les efforts de libération de ces pays-là sont restés totalement inachevés. Et que l'argument qui était de dire on va aller au Sahel pour justement lutter contre le djihadisme cache une autre vérité, qui est la question économique que vous avez un peu soulevée, et qui est aussi le contexte de la France-Afrique. J'ai eu l'honneur, la chance d'interviewer la semaine dernière Aminata Traoré, l'ancienne ministre de la Culture du Mali, qui dit ça. Elle dit les peuples sont asphyxiés par cette volonté aussi des pays du Nord, notamment la France, qui a des intérêts. Alors, vous pouvez considérer qu'une ancienne ministre du Mali, vous pouvez considérer que l'ancienne ministre du Mali n'a pas du tout une lecture objective de ce qui se passe dans son pays. Mais on peut aussi s'interroger sur les intérêts des pays du Nord, notamment de la France, dans des pays d'Afrique et notamment dans la région du Sahel. Mais si on n'y était pas, ce serait catastrophique. Sauf
que les conséquences de l'intervention restent aujourd'hui toujours présentes. Et donc le problème aujourd'hui, il est principalement économique. C'est comment ces peuples-là s'autodéterminent, pas du tout. C'est un problème de culture. Il n'y a pas d'impératif. Attendez, il n'y a jamais eu autant d'inégalités qui ont explosé depuis des décennies là-bas. Il n'y a pas de tentative de conquête islamique à l'œuvre sur le continent africain. Il n'y en a pas. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, les enlèvements, Boko Haram, tout ça n'existe pas. C'est un montage des méchants. Ce que je dis, c'est que j'entends... Ce que j'entends, c'est que parmi les anciens responsables politiques, notamment dans les pays du Sahel, j'entends leur argument qui est de dire « Nous ne sommes pas une terre de formation des islamistes et des djihadistes. Nous sommes une terre qui meurt de la famine, une terre qui meurt de l'ingérence politique, économique des pays du Nord. Mais on ne peut pas je opposer. Je dis qu'il ne faut pas cacher tout ça, le problème économique derrière justement un autre problème qui est une vérité, mais qui n'est pas le problème principal. C'est coupable de tout, mais je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses. J'ai été en poste au Nigeria. Les luttes au nord Nigeria, elles existaient déjà, où les chrétiens se faisaient massacrer par le radicalisme musulman. Donc il faut regarder les choses. Tout à l'heure, tu as dit que, bien évidemment, ça se passait que dans les pays francophones. La Somalie, le Nigeria, le Cameroun anglo-saxon. C'est partout, Cameroun, véritablement. C'est véritablement, non, mais c'est beaucoup plus que tu ne crois. Dans les pays anglo-saxons, il y a aussi ces tendances et ces radicalisations en cours. Donc il faut quand même cesser de dire c'est la faute de l'ancien État colonial. Moi qui suis passé là-bas, je peux vous le dire, c'est qu'il y a un certain nombre de fois la France a formé les gens, etc. Je me souviens un jour d'être arrivé à Mondou, etc., au Tchad, et je peux vous dire que j'ai trouvé un accueil chaleureux de la France. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui l'accueil soit aussi chaleureux. Par ailleurs, vous avez raison sur une chose. Vous avez raison peut-être de dire. Vous avez raison peut-être de dire qu'il ne faut pas tout faire reposer sur les épaules de la France. Il faut quand même avoir un regard critique, et je pense bien plus que critique, parce que ce qu'on pense devoir avoir abandonné, qui était la culture de la France-Afrique, très bien, mais c'est pas un fonds de commerce. Mais si, c'est un fonds de commerce. Allez, on marque une pause et on se retrouve, Pierre, dans un instant. On va parler du Grenelle des violences conjugales. 0826 300 300. Que pensez-vous de ce qui a été annoncé hier? Est-ce assez? Est-ce qu'on peut dire tout ça pour ça aussi? On va en parler avec vous. Avec vous jusqu'à midi, avec Éric Vérac, Pierre Jacquemin, Judith Weintraub et Jacques Miard. Donc Grenelle des violences conjugales, tout ça pour ça, c'est la question qu'on vous pose ce matin. Le gouvernement espère provoquer un électrochoc. Hier, vous le savez, le Premier ministre a clos ce Grenelle. Donc il a fallu en gros 3 mois, plus de 2 mois depuis début septembre, pour arriver à un certain nombre de propositions. Les associations et collectifs féministes sont plutôt mécontentes. Elles dénoncent pour beaucoup une opération de communication en parlant de mesures qui existaient déjà, de manque de moyens. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Il y a parmi les mesures la formation des enseignants. Et Fatia Boudjelad, qui tweet beaucoup, dit oui, la formation des enseignants est bien sûr en cause. Pas le refus de prendre des plaintes, d'enquêter, de convoquer les conjoints ou de classer sans suite à l'appel. Bien sûr, la formation des enseignants, c'est ce qui est important. Puis je voulais signaler aussi un acte très fort d'Anne Hidalgo hier, qui a éteint la Tour Eiffel à minuit en hommage aux victimes. Donc moi je dis que tout ça c'est formidable et que les femmes battues, bon alors je caricature un peu parce que même vous Judith avez salué l'une des mesures qui pourtant n'était pas gagnée et ne plaisait pas du tout à Marlène Schiappa, c'était celle de l'éloignement du conjoint violent et de le mettre dans un centre, de l'isoler en quelque sorte. Absolument, et j'ai même parlé de révolution culturelle, et une révolution qu'a faite Marlène Schiappa sur elle-même, puisqu'elle disait que ça lui procurait un inconfort philosophique d'utiliser de l'argent public pour héberger des hommes violents. Vous connaissez l'ex-procureur Frémiot, Luc Frémiot, qui a beaucoup fait quand il exerçait à Douai pour que ce soit les hommes violents qui soient obligés de quitter le domicile, d'être hébergés et pris en charge par des psychiatres ou des psychologues, ou de les incarcérer ou de les mettre dans des foyers Emmaüs, pas les femmes qui partent en pleine nuit avec les gosses sous le bras, laissant les hommes jouir tranquillement de leur maison, et de la compassion de leur famille, qui en général leur disent mon pauvre chéri, t'es vraiment tombé sur une hystérique, parce que c'est tout un ensemble, souvent, c'est un ensemble de choses. Ces hommes agressifs. Donc oui, violents, on peut même dire violents.
agressif, violent, voire tueur, voire meurtrier à l'occasion. Oui, c'est un début de révolution culturelle et bravo à Marlène Schiappa. Et je trouve assez symptomatique que les associations néo-féministes qui ont pris la main dans les mouvements et notamment dans le mouvement MeToo à l'origine de la manif. Pas Nous MeToo, toutes, pardon. nous Nous toutes. toutes. Ah là là, lapsus révélateur. Ouais. Mais j'en pense la même chose d'ailleurs. Nous toutes, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire nous toutes victimes de viol 2 hommes sur 3 sont des violeurs, comme l'a dit Caroline de Haas. C'était bien jusqu'à maintenant. Non, je suis désolée. Elle a dit, j'ai jamais dit ça. L'Obs a vérifié, elle a tout à fait dit ça. Et en plus, elle avait relu la copie avant publication. Franchement, elle n'a pas exactement dit ça. Elle n'a pas exactement dit ça. Un homme et demi sur 3. Voilà. Elle partait de statistiques et en disant ça voudrait dire que. Mais bon, on ne va pas faire le débat sur Caroline de Haas. Caroline de Haas et les mouvements, les sensibilités d'extrême gauche qui ont mis la main sur la lutte contre les agressions de femmes, les meurtres de femmes, les viols de femmes, le dénaturent totalement, réclament de l'argent parce que beaucoup d'associations reçoivent cet argent. Tout bêtement, excusez-moi d'être trivial, mais par exemple, Caroline de Haas, elle a une entreprise qui vit de la formation à l'égalité. Mais là c'est au-delà de ça. Là, on parle d'associations qui accueillent des femmes qui sont aujourd'hui dans le dénuement le plus total, qui sont obligées de fermer. Et en revanche, elles ne font jamais de prise en charge des hommes. Or, ça me paraît absolument essentiel. Donc leurs commentaires sont à mes yeux complètement à côté de la plaque. Et par ailleurs, elles sont dans un système général où ça ne sera jamais assez. Mais là, franchement, une ligne d'écoute étendue, donc c'est le 3919, 24 heures sur 24. Plus d'intervenants sociaux dans les commissariats, 80 postes supplémentaires. Franchement, 80 postes supplémentaires, quand on voit ce que c'est, quand des femmes racontent, quand elles vont dans les commissariats, même s'il y a eu beaucoup d'efforts, mais la complexité... Valérie, je vais paraphraser, je vais répéter ce qu'a dit Édouard Philippe. Moi, ça me paraît plus important. Par exemple, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a mené une enquête de l'Inspection générale de la Justice dont elle a dit, on n'a pas vu les résultats, mais dont elle a dit, il y a des dysfonctionnements, pardon, je finis juste, il y a des dysfonctionnements à tous les étages. Les dysfonctionnements, qui les a commis, sont-ils sanctionnés ? C'est peut-être plus efficace d'embaucher des gens. Le problème des mesures qui ont été annoncées, elles visent été commises. Absolument. Et le problème, c'est avant, en fait. Qu'est-ce qu'on propose avant ? Alors, l'histoire des formations des enseignants, certes, c'est très bien, sauf que c'est pas nouveau. Déjà, Emmanuel Macron, dans son discours pendant la campagne, disait qu'il fallait des formations des enseignants. Elles existent déjà, les formations des enseignants, par ailleurs. Une proposition qui a été faite au ministre de l'Éducation nationale, justement par le collectif Nous Toutes, qui était de dire il existe aujourd'hui une attestation de sécurité routière, et sur le même motif que toute une génération passe des cours, ou des enseignements sur la question de la sécurité routière, on devrait faire la même chose sur la question des violences, sur la question du bien vivre, du savoir vivre et de la question de comment on vit ensemble. Blanquer répond que ça n'est pas possible, il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir former, pour pouvoir faire passer tous les élèves devant justement... Quel est le boulot de l'école sinon d'apprendre aux gens à se respecter ? C'est une des missions de l'école. Oui, on est d'accord que quand même on touche là quand même ajouté par Blanquer à lire, écrire, compter. Je sais que vous n'êtes pas d'accord sur la lecture de la société patriarcale, mais quand même cette lecture-là, elle doit être un peu critiquée, un peu enseignée sur justement que non, il n'y a pas de domination masculine qui doit s'imposer et que non, l'homme n'est pas plus important et que le masculin n'emporte pas nécessairement sur le féminin. C'est tout ça qui doit être enseigné à l'école. Et aujourd'hui, quand Jean-Michel Blanquer répond au collectif Nous Toutes, oui, vous avez raison, c'est une très bonne idée de reprendre cette idée-là, mais on n'a pas assez de moyens aujourd'hui pour le faire. C'est quand même un peu problématique. Donc oui, sans doute, c'est une grande opération de communication. De toute façon, dès le départ, annoncer un Grenelle, on savait très bien qu'il allait y avoir beaucoup de débats et qu'au final, ça ne sortirait pas. Mais vraiment, le principal problème, j'insiste là-dessus, parce que certes, il y a eu des annonces qui ont pu être annoncées sans véritablement montant chiffré derrière, mais quand même, le principal problème, c'est qu'on ne met pas le paquet sur la prévention. Et c'est ça qui est quand même... Je ne suis pas sûr qu'on n'en soit à la prévention, honnêtement, quand vous avez 135 femmes qui sont mortes. Aujourd'hui, c'est... Non, mais Valérie, ce qu'on oublie de dire, et je finis là-dessus, c'est que quand même les violences sexuelles d'une manière générale, certes, elles concernent évidemment les féminicides, 138 jusqu'à aujourd'hui depuis le début de l'année, mais quand même aujourd'hui 135 000 fillettes aujourd'hui sont concernées par des affaires de viol chaque année. Une fille sur 5, une fillette sur 5. Donc c'est très tôt. Mais c'est encore un autre sujet, j'ai envie de dire. Là, on est sur des violences conjugales. Un autre sujet. Et au moins une chose, s'il y a une révolution culturelle, c'est
c'est aussi de prendre conscience que les violences sexuelles... Occupons-nous des femmes aujourd'hui qui vont dans les commissariats et à qui on ne répond pas ou à qui on dit on a 2 jours. Je veux dire, c'est que les violences, elles sont physiques, mais elles sont aussi de s'interroger sur la place des femmes dans la société. Alors, écoutez, moi je pense qu'effectivement, malheureusement, quand il y a 135 femmes qui ont été tuées, c'est malheureusement trop tard, ça c'est clair. Et que c'est la faute, il y a eu dysfonctionnement quelque part. Donc il faut sanctionner pour éviter que ça recommence. Alors bien sûr, mais ce sont des assassinats. Là, le code pénal, il est réel. Je ne parle pas de l'auteur du meurtre, je parle du flic ou du juge qui éventuellement n'a pas fait son travail. Ce n'est pas toujours vrai. Vous avez une vision où il y a violence, c'est connu, etc. Eh bien moi, je vais vous citer un cas. Je parle des victimes qui avaient porté plainte avant. Écoutez, j'ai eu un meurtre dans ma commune. C'est un homme qui a assassiné sa femme et qui a dit « j'ai assassiné ma femme pour rejoindre Dieu ». Boum. Et on a vérifié immédiatement, je me suis dit, où est-ce qu'il y a eu dysfonctionnement ? On a interrogé le service social, le service de police, aucune trace de rien du tout. C'est venu d'un coup. Bien sûr, donc, ça arrive. Un instant, je n'ai pas terminé. La plupart des meurtres sont des récits de j'en violence. conviens, mais on a le droit aussi à la parole, nous les hommes. Merci. Ça ne correspond pas à la situation. La situation est qu'en ce qui concerne, on a un exemple, c'est sur notamment la maltraitance aux enfants. Je peux vous dire que là, vous avez un système où il y a toute une série d'alertes. Et ça me remonte jusqu'au maire. Ouais. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en place. Lorsque, effectivement, il y a tout un tas d'indices et il faut qu'on intervienne avant. C'est clair. Et donc, il faut caler véritablement l'alerte aux violences conjugales sur le système de la maltraitance aux enfants. Pour l'enfance. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question d'alerte. Et moi, je rends hommage à cette manifestation qui est un véritable succès et qui est une révolution culturelle. Ça, je suis d'accord. Mais Jacques, c'est vrai qu'on est passé à côté du sujet qui a été évoqué, qui sont les dysfonctionnements administratifs multiples, dont Emmanuel Macron lui-même avait été témoin lorsqu'il avait participé à une permanence du numéro vert. Le gendarme lui a dit, je ne peux pas y aller chez vous. À des gendarmes qui disaient, nous, on n'intervient pas. Et donc, c'est vrai qu'on s'est arrangé dans cette affaire. Je pense que les forces de police se sont arrangées dans ce Grenelle pour ne pas se ramasser de procédures supplémentaires et pour ne pas devoir être, d'une façon ou d'une autre, soumises à une évaluation de leur dysfonctionnement. Et c'est ça qui est en effet très agaçant. C'est qu'on sait tous que le premier sujet qui revient systématiquement, c'est que lorsque les femmes se rendent au commissariat, elles se font tourner en ridicule. Vous l'avez bien cherché, madame. Les cas ou même par exemple, j'interromps, on leur demande un certificat médical pour déposer plainte, ce qui n'est pas obligatoire du tout. C'est faux. Un flic qui vous dit vous ne pouvez pas déposer plainte sans certificat médical ment. Et ce problème-là, on ne l'a pas traité. Alors, on a Marie en ligne avec nous qui nous appelle de Gironde. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Vous avez été victime de violences conjugales ? Oui, j'ai été victime pendant des années. Je suis encore avec la personne. Mais bon, j'appelle, j'ai pas envie. Je peux parler de mon cas si vous me posez des questions. C'est avec plaisir que je vous y répondrai parce que bien sûr, on se questionne pourquoi vous êtes resté. Les questions habituelles, on les connaît pas. Avec un homme qui est toujours violent ? Qui a été violent physiquement et qui maintenant est violent, il y a une emprise qui s'est exercée. Et là, je suis en train d'essayer de partir, mais c'est horrible aussi. Bon, mon quotidien est pas... Bon, enfin... Mais je veux surtout revenir par rapport à tout ce qui a été dit, là, ces derniers temps. D'abord, moi, je suis super contente. J'ai quelque chose, je me sens aidée, je me sens pas seule. Enfin, on est écoutés. J'ai connu effectivement les commissariats, la plainte venir se présenter, où effectivement on vous dit si vous restez, c'est que vous aimez ça. J'ai connu tout ça. Je voulais quand même signaler aussi qu'il y a eu un avant et après Marie Cantat. Oui, Marie Trintignant, Bertrand Cantat. Il faudrait que vous bougiez un petit peu parce qu'on ne vous entend plus. Ah pardon, attendez, je vais me bouger. Oui, moi je suis quand même, je suis contente, si vous voulez, je me satisfais quand même que l'homme aujourd'hui puisse partir de la maison, mais ça c'est un grand pas. Moi à l'époque on me demandait de partir avec mes enfants, d'aller dans un foyer, c'est une double sanction, c'est-à-dire que vous allez enlever les enfants de leur chambre, de leur quotidien, l'école. C'est impossible pour une mère de faire ça. Moi j'ai toujours dit, je préfère tant que mon corps supporte, mais je cacherai ça, je ne ferai pas subir ça à mes enfants.
Oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était complètement aberrant qu'on puisse pas dire de sortir l'homme de la maison, quoi. C'était à lui à partir. Un homme violent devait partir. Qu'est-ce qui s'est... Est-ce que vous êtes allé déjà voir la police ? Comment ? Est-ce que vous avez porté plainte ? Est-ce que vous êtes allé voir les policiers ? Oui. Est-ce que vous êtes déjà allé au commissariat ? Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Oh, j'ai eu de tout, parce que comme j'ai vu l'évolution aussi dans les mentalités, j'ai vu des commissariats où, en tant qu'homme, j'étais toujours mal reçue. Après, c'était prise en charge par une femme. Là, elle m'a poussée à porter plainte. Et après, au dernier moment, je m'étais rétractée parce qu'à l'époque, j'avais peur de la prison, quoi. J'avais pas envie d'envoyer mon mari en prison. Après, je voulais surtout revenir. C'est pas tellement pour parler de moi. Non, mais c'est intéressant d'avoir votre témoignage. Bien sûr, si vous avez des questions, je les répondrai avec plaisir. Mais c'est surtout pour dire que ça touche déjà tous les milieux. Oui. Moi, je suis d'un milieu, chez moi, on ne se parlait pas mal, il n'y avait pas d'acte de violence, voilà, et j'ai quand même accepté. Et la première claque, quand vous l'acceptez, vous prenez ça pour un acte d'amour. Oh, il m'aime trop, il n'a pas su se contenir. Et après, vous commencez à mettre le curseur, si vous voulez, le seuil de tolérance de plus en plus haut, jusqu'au moment où. Et ensuite, je voulais surtout vous dire qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'entends, je pense qu'on a trop parlé des victimes, on n'a pas assez parlé des hommes agresseurs. C'est souvent sous l'effet de l'alcool, il faut quand même le savoir. C'est des hommes qui ont un pouvoir, qui exercent un pouvoir très macho sur la femme, ils aiment l'humilier. Ils ont quand même ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, moi, perso, je suis pour leur rendre l'appareil. C'est-à-dire, je pense que le bracelet électronique, mais pas à la cheville, là, caché dans les chaussettes quand ils sortent, mais un bracelet électronique au poignet, à côté, là, ça aurait un vrai impact, je pense. Il faut toucher ces hommes comme ils touchent une femme quand nous on sort et qu'on a un œil au beurre noir et qu'on le cache et qu'on vous dit qu'on a pris la porte ou un truc comme ça. Mais de la même manière, qui connaissent cette humiliation. Et je peux vous dire que ça aura beaucoup plus d'effet. Parce que porter plainte, tout ça, c'est très bien. Mais on sait très bien que ça pourra pas... ça va faire quoi ? Ils ne pourront jamais aller en prison ? Merci Marie de votre témoignage, mais ça rejoint la démarche de Luc Frémiot. Je rappelle que Luc Frémiot, donc procureur à Douai, a mis en place ce système il y a plus d'une vingtaine d'années, qui n'a jamais été écouté, jamais reçu par les ministres de la Justice successifs, et que lui, le principe était de sortir l'homme de son foyer et de le mettre dans un environnement qui n'est pas le sien, de l'humilier d'une certaine manière, c'est-à-dire de le placer en foyer, de le mettre au milieu de gens d'Emmaüs, de SDF, et là... il avait 6% de récidive. Donc, c'est quand même un système qui a... cas en France, 23 000 en Espagne. Donc, il y a quand même des choses, effectivement, sur l'homme, et c'est ce qu'on entend, ce que disait Judith au début, pourquoi on ne s'attaque pas directement aux hommes. Et pourquoi on ne s'en félicite pas une fois que c'est fait ? Moi, j'ai entendu aucune association néo-féministe dire « enfin, on s'attaque aux hommes ». Enfin, on s'attaque aux hommes. Moi, je trouve que les critiques qui ont été faites à ce qu'a proposé le gouvernement sont... Dieu sait que je ne soutiens pas le gouvernement actuel, sont légèrement injustes, parce que je pense quand même... il y a une volonté politique, Marlène Schiappa a porté ce projet. On avance, ça c'est clair. Sur ce que vient de dire cette femme, c'est-à-dire, normalement, effectivement, c'est à l'homme de sortir. Normalement. Moi, j'ai 2 cas de femmes qui ont été maltraitées, que nous avons relogées. Mais là, on voit vite les limites. On voit vite les limites, parce que les logements, ça ne se trouve pas comme ça. Il y a un peu de boulot à faire. Et en revanche, elle a dit quelque chose de très important, où là, j'atteste. Les milieux sociaux. C'est tous les milieux sociaux, sans exception. Et l'alcool, ce qu'elle a mentionné aussi. L'alcool, c'est une plaie. Voilà. Ça, c'est et clair. deux fidèles auditeurs, Cédric et Pierre, allez, je vous balance tous les deux, qui nous disent ce sujet me saoule, au revoir Valérie, à demain. Voilà. C'est pas sympa. Non, mais c'est pas sympa, mais ça montre bien non plus aussi que dans cette société, c'est un sujet très important et qu'il faut traiter, je pense qu'on avance. Mais il faut éviter également que tout se focus sur l'actualité, c'est sur les cas extrêmes. Heureusement, on est encore dans les cas extrêmes. Oui. Je sais pas ce qu'il y a un cas extrême. Parce que ce que disait aussi l'auditrice. On va y revenir, on doit marquer une pause. On se retrouve tout de suite avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et le débat continue avec Éric Vérac, Pierre Jacquemin, Judith Weintraub et Jacques Miard. Nos jeunes sont de plus en plus précaires. On voit que les étudiants sont mobilisés et dénoncent leurs conditions de vie. Les conditions, on pense évidemment aux jeunes étudiants qui s'est immolé la semaine dernière. Et en 2018, les Restos du Cœur ont accueilli 30 000 étudiants. C'est ce qu'a annoncé l'association alors que débute aujourd'hui la campagne d'hiver des Restos du Cœur. Une nouvelle mobilisation
mobilisation contre la précarité est également prévue aujourd'hui. Donc des chiffres qui sont plutôt préoccupants. Alors est-ce que c'est nouveau ? Est-ce qu'il y a une aggravation de la situation des jeunes, des étudiants ? Éric Vérac. Je pense qu'il y a une aggravation de fait parce que c'est de plus en plus difficile d'employer des jeunes dans des petits boulots. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais des petits boulots à foison. Je gagnais très bien ma vie en faisant des mi-temps petits boulots. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de trouver des petits boulots parce que tout ça est désormais soumis à des prestations, des cotisations sociales, etc. Tout est très encadré, tout est complètement réglementé. Et donc tu travaillais au noir ? Moi, j'ai beaucoup travaillé au noir. Je pense qu'à l'époque, quand je donnais des cours, j'essaie de me souvenir tout à l'heure, je pense que je prenais 30 € de l'heure en 1991. C'était de l'exploitation, ça ? Non, j'étais un très bon prof. Oh. Et donc, moi, c'est vrai que je gagnais à l'époque 1 500 € quand j'étais étudiant en travaillant à mi-temps. Plus que Macron, hein ? À mi-temps, et plus que Macron. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est plus compliqué puisque faire le choix de recruter un jeune, tout ça est soumis à des règles extrêmement complexes. Et par ailleurs, moi qui suis maintenant parent d'une petite fille qui cherche régulièrement des babysitters, je ne trouve personne. Donc, alors que je vis à Paris Centre. Et donc je suis étonné qu'il y ait d'un côté... moi je suis dans l'Est parisien qui est quand même dans le quartier populaire. Donc on peut se dire naïvement, je cherche des babysitters dans un quartier populaire à Paris, je vais en trouver. Les étudiants, même dans les quartiers populaires à Paris, ça reste compliqué pour se loger quand même. Je suis à 2 pas du 9-3, je suis à 150 mètres du 9-3. S'il y a bien un endroit dans Paris où on peut trouver des étudiants affamés ou qui cherchent un job, c'est là. Je n'en trouve jamais. Et donc, je suis étonné de cette distorsion qu'il y a entre une espèce de lamento pleurnichard sur c'est dur, on est méchant avec nous. Et d'un autre côté, lorsqu'on est en position de chercher des étudiants qui ont réellement envie de bosser, moi, j'en trouve pas. Donc, je suis très étonné de ce qui se passe. Ouais. Moi, j'étais étudiant il y a un peu moins longtemps que vous, sans vous faire offense, mais je me souviens qu'il y avait... une époque bénie. Je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait des dispositifs. J'étais un étudiant boursier d'abord, qui touchait une bourse pour pouvoir étudier. Et en parallèle, j'avais un métier qui était le métier de surveillant, assistant d'éducation, et qui était un métier qui était quand même très favorable justement pour les jeunes issus des quartiers populaires, des milieux populaires, qui voulaient faire des études et qui avaient un emploi qui était un emploi du temps professionnel, qui était en plus aménagé pour pouvoir suivre des études correctement. Aujourd'hui, effectivement, pour un étudiant qui a besoin de travailler, il va se retrouver à être livreur Deliveroo ou je ne sais quoi, et que ce n'est absolument pas compatible avec l'exercice d'une scolarité, d'un suivi universitaire. Mais pourquoi livreur Deliveroo est moins compatible que d'être surveillant D'abord parce que c'est quand même plus physique. Non, mais c'est plus physique. Mais compliqué. Non, mais ou babysitter ou garder des enfants. C'est payé au lance-pierre, il n'y a pas de contrat de travail. Payé que Pion. Il y a pas de... non, Pion, c'était quand même très bien. C'était quand même une bourse déguisée. C'était quand même, il y avait des horaires de travail très légères, et puis c'était quand même relativement correctement payé. Si en plus on cumulait avec une bourse, ça permettait vraiment de pouvoir se loger, se nourrir et pouvoir étudier correctement. Mais quand même, plus généralement, la mobilisation des étudiants aujourd'hui, qui va être, je pense, massive, puisque c'est quand même depuis le CPE, on n'a jamais vu autant d'organisations étudiantes se réunir pour lutter contre la précarité. Il y a des actions, notamment dans les universités, pour des cantines gratuites, pour permettre aux étudiants de se nourrir et faire des opérations un peu de communication, mais qui ont vocation aussi à alerter sur aussi les dangers de la malnutrition chez les étudiants. Il y a beaucoup de jeunes qui refusent, ou en tout cas qui ne vont plus se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller se soigner. On sait aussi qu'il y en a qui recourent, hélas, de plus en plus à la prostitution. C'est quand même pas un petit phénomène de voir ce genre d'activité se développer. Donc je pense qu'il y a un sas aussi entre la majorité et les 25 ans, où il n'existe pas d'aide pour cette jeunesse, et que cette jeunesse, elle se démerde comme elle peut. Le Premier ministre hier disait les bourses, certains ne demandent même pas leur bourse. Mais je me demande si on mélange un petit peu pas tout, parce que je regarde la communication des Restos du Cœur de ce matin. La moitié des jeunes bénéficiaires ont des problèmes de logement. 51% ont moins de 26 ans, 39% ont moins de 18 ans. Qui sont ces jeunes ? Enfin, qui sont moins de 18 ans, ce sont des enfants. Donc, ce ne sont pas des étudiants. Ce ne pas des étudiants. On a bien compris qu'à l'approche de la grève du 5, il y avait une opération manif pour mettre les étudiants dans la rue. Pas que, il y a les agriculteurs dans ce cas, vous pouvez mettre les agriculteurs, les enseignants. Il y a beaucoup de monde. Judith Weintraub, sur la précarité. Il y a eu un sondage
des étudiants, des premiers concernés dans le journal du dimanche, qui ne donnaient pas du tout ce résultat-là. Ils étaient quand même globalement, justement, pas pleurnichards, pas à se plaindre, en disant que leurs conditions de vie n'étaient pas aussi épouvantables que certains le disaient. Mais il y a quand même d'autres problèmes qui ont des incidences sur la vie étudiante, mais qui sont des problèmes en soi. Je pense au logement, par exemple, et à la politique délirante de la ville de Paris qui aboutit à ce que ce soit à peu près impossible de se loger en dessous de logements étudiants qui ont été construits à Paris en dessous d'un certain salaire. Mais je pense aussi au contenu des études. Vous avez à notre époque des filières dont tout le monde sait qu'elles ne forment pas à des métiers. Mais si, je suis désolée. On va pas c'est pas parce que c'est pas rapidement chaque J'ai fait sociaux, ça va, je m'en suis pas regardé. Vous êtes sociologue. Je viens d'un milieu populaire et je m'en suis pas trop mal sorti. Et vous êtes sociologue, vous en êtes sorti. La sociologie, c'est la meilleure des choses à condition d'en sortir. Tous les 60 je ne connaissais même pas l'existence de Sciences Po. Heureusement qu'il y avait un département de sociologie. Tous les 68 arts qui ont fait sociologie, qui ont défilé avec Cohn-Bendit, ils sont tous devenus banquiers, au passage. Et ça, c'est une étude de CD. Bon, alors maintenant, à Eric et à Pierre, là, qui ont joué les anciens combattants en rappelant leur expérience, je voudrais simplement dire qu'il y a eu, qu'on le veuille ou non, et ça c'est heureux pour la France, une très forte montée en puissance du nombre d'étudiants. Il faut quand même pas l'oublier, et ça c'est tout à fait louable, car nous devons former nos jeunes. Mais ils sont plus précaires. Mais c'est très bien, c'est très bien. Moi, vous savez, je suis fils d'ouvrier, alors donc il est manifeste. Donc c'est vrai que dans certaines régions, il y a un problème de logement. Et puis il y a des maladresses qui ont été faites par ce gouvernement avec la suppression de l'APL quand il a annoncé ça. Pour faire une connerie, bravo. Je veux dire que Macron, il est leader dans ce domaine-là. Vous voulez parler de la baisse de 7 €. Mais oui, mais c'est important. C'est important. Donc il est clair. Oui, ça a été une baisse. Ça appauvrit les étudiants. Qui plus est, ça va beaucoup plus loin. Il faut que vous le sachiez. Et ça impute également tous les logements sociaux sur lesquels l'APL doit être payée par le bailleur social. Et ça, c'est un véritable problème, et plus par les organismes d'État. Moi, je voudrais rendre hommage rapidement aux clubs services qui se mobilisent, tels le Rotary, les Lions, parce que j'ai ça dans ma commune, et je peux vous dire qu'il faut un travail, notamment de collecte d'alimentaire, qui est tout à fait remarquable. Merci à tous les quatre. À suivre André Berkoff. Bonne journée sur Sud Radio.